il existe effectivement des voies, des techniques d'optimisation pour payer, non pas pour éviter l'impôt, mais pour payer le juste impôt. Aujourd'hui au Congo, en 48 heures, en 12 heures, vous avez votre entreprise qui est créée. Quels sont les différents impôts auxquels sont soumises les entreprises ? Bienvenue dans l'épisode 8 de Portrait d'entrepreneur congolais, qui est également le troisième et dernier épisode du parcours de Paul Kofi-Goli. Dans cet épisode, nous abordons en profondeur la question de la fiscalité au Congo, mettant en évidence les obstacles liés à la prédominance du secteur informel et à la pression fiscale élevée. Lorsqu'on crée une entreprise, tout de suite, il y a les gens du commerce qui passent, il y a des gens de l'administration, il y a des gens de telle administration, telle administration. Le chef d'entreprise ou l'entrepreneur ou l'investisseur n'a même pas le temps de mener son business pour créer la richesse sur laquelle on doit asseoir l'impôt. Et certains peuvent être tentés de sortir du formel, se cacher dans le formel pour éviter l'impôt, ou ceux même qui sont dans le formel peuvent essayer d'utiliser d'autres voies pour échapper également à l'impôt. Mais nous parlons également des avantages fiscaux qu'a mis en place le gouvernement congolais pour les entreprises opérant dans certains secteurs d'activité bien particuliers. D'ailleurs, juste à ce stade de la vidéo, je serais curieuse de savoir à quel secteur vous pensez. Donc faites pause, écrivez-le en commentaire, sans tricher, et revenez à la vidéo. Paul Kofi-Goli nous partage également les stratégies et solutions de contournement qu'il a employées personnellement et emploie dans son cabinet pour se maintenir dans un écosystème entrepreneurial encore embryonnaire et rempli de défis, et bien d'autres éléments. L'interview est très riche, là je vous en ai résumé le millième. Je remercie encore Paul Kofi-Goli pour sa générosité, qui sans aucun doute en aidera plus d'un. Donc j'espère que vous êtes bien confortablement installés, munis de votre carnet de notes et parés à la regarder jusqu'au bout. Mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. Là, maintenant, on va parler de quelques questions de fiscalité. La fiscalité au Congo repose sur un nombre réduit d'entreprises du secteur formel à cause de la place prépondérante des entreprises du secteur informel, ce qui donne lieu à une fiscalité élevée qui continue de décourager les acteurs de l'informel à en sortir et puis qui peut frustrer certains acteurs du secteur formel, voire même obliger les moins solides d'entre eux à mettre la clé sous la porte. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Dans tous les États, le mécanisme est le même. L'État ne vit que par l'impôt qu'il collecte sur l'activité économique des acteurs. Ce qui serait intéressant, c'est que l'on puisse prendre des mesures pour formaliser le secteur informel, donc étendre l'assiette de l'impôt. Mais ici, le point saillant pour moi pourrait être mis sur la réduction de la pression fiscale. Et cette pression est matérialisée par le rythme des contrôles de l'administration. Beaucoup de gens de l'informel se disent que s'ils rejoignaient le secteur formel, ils pourraient subir la pression de l'administration. Et ces personnes donc de l'informel reçoivent des témoignages de ceux qui sont dans le formel. Donc ça les décourage. Donc, il serait mieux que l'État puisse prendre des mesures qui encouragent des gens à sortir l'informel. Aujourd'hui, je salue les mesures qui sont prises pour l'amélioration du climat des affaires en termes de procédures de création des entreprises. Aujourd'hui, au Congo, avec la nouvelle version de l'ACPCE, avec le leadership de son directeur général, que je salue au passage, en 48 heures, en 12 heures, vous avez votre entreprise qui est créée. Mais lorsque cette entreprise est créée, si nous revenons dans un an, nous noterons que facilement, au moins 50% des entreprises qui ont été créées ont disparu. L'un des facteurs qui contribue donc à cette disparition, c'est la pression des contrôles. Ce n'est pas que j'exagère, mais il y a une réalité qui est là, qu'il faut toucher du doigt et encourager donc les décideurs à pouvoir rationaliser le secteur des contrôles. Ok.
Vous voyez, dans la vie de l'homme, les échecs sont permis. Donc, celui qui crée une entreprise, il a le droit d'échouer. Mais est-ce qu'on lui laisse l'occasion d'échouer? Lorsqu'on crée une entreprise, tout de suite, il y a les gens du commerce qui passent, il y a des gens de l'administration, il y a des gens de telle administration, telle administration. Le chef d'entreprise ou l'entrepreneur ou l'investisseur n'a même pas le temps de mener son business pour créer la richesse sur laquelle on doit asseoir l'impôt. Et certains peuvent être tentés de sortir du formel, se cacher dans le formel pour éviter l'impôt, ou ceux même qui sont dans le formel peuvent essayer d'utiliser d'autres voies pour échapper également à l'impôt. Donc, il serait assez intéressant, en plus des mesures d'ordre législatif qui sont prises pour assainir le climat des affaires, que les mesures d'ordre administratif puissent être prises pour rationaliser les contrôles d'intervention des différentes administrations, pour encourager les gens à payer l'impôt de manière spontanée, à aimer l'impôt en fait. Vous voyez, dans nos activités, dans nos formations, nous avons un slogan, nous parlons de démocratisation. Il faut informer les gens, il faut communiquer sur la fiscalité. Et on n'a pas le choix. L'autre a dit que rien n'est sûr à part la mort et l'impôt. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation où, qu'on le veuille ou pas, vous serez toujours ensemble. Voilà. Donc, il faut se faire un état d'esprit en se disant que, qu'on le veuille ou pas, il sera là. Et surtout, s'engager dans l'optimisation fiscale. Pas la fraude, pas l'échappement, pas l'évitement de l'impôt, mais l'optimisation. Parce que il existe effectivement des voies, des techniques d'optimisation pour payer, non pas pour éviter l'impôt, mais pour payer le juste impôt. Et justement, en parlant de ça, est-ce que vous pouvez nous en partager au moins une, par exemple, la plus simple à mettre en place, mais à laquelle les entreprises ne pensent pas forcément? Alors, dans mes communications, je parle souvent de deux types d'optimisation. L'optimisation protectrice et l'optimisation préventive. L'optimisation protectrice va donc nous amener à connaître les règles de fiscalité qui régissent notre activité, à choisir des personnes de qualité qui peuvent donc gérer la fonction fiscale de l'entreprise. Et dans la mise en œuvre de la fonction fiscale, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'évaluation de l'assiette, il y a la phase de liquidation, il y a la phase de déclaration et de paiement et la phase de gestion des relations avec l'administration. Et le plus important, c'est la phase d'évaluation de l'assiette. Il faut avoir des personnes hautement qualifiées ou avec l'appui d'un cabinet de qualité pour vous permettre de mettre dans l'assiette ce qu'il faut mettre. Donc, une fois que l'assiette est évaluée, vous liquidez et vous payez dans les délais. Ça vous permettra d'éviter tout ce qui est pénalité d'assiette, pénalité de retard. Vous voyez, parce que dans le contrôle, l'État, l'administration fiscale vient prendre ce qui lui est dû et qui n'a pas été payé. Mais si vous évaluez bien l'assiette et que vous y mettez tout ce qu'il faut, eh bien, vous payez en gestion tout ce qui revient à l'administration. De sorte que lors du contrôle de l'administration, elle va se rendre compte que effectivement, vous avez bien payé. Donc, il n'y a pas de pénalité à payer. Donc, pour moi, la première approche d'optimisation, c'est ce que j'appelle l'optimisation protectrice, c'est de mettre en œuvre toutes les techniques possibles pour mieux évaluer l'assiette de vos impôts. Ça veut dire que pour chaque type d'impôt, vous connaissez ses règles de fonctionnement, comment ils se comportent, comment ils doivent être traités. Et ça vous évitera des pénalités d'assiette, des pénalités de recouvrement. La seconde technique, c'est ce que j'appelle l'optimisation préventive. Voilà. Alors là, ça va vous permettre d'évaluer l'environnement dans lequel vous évoluez pour tirer profit de toutes les opportunités, toutes les niches qui y sont. Voilà, ça s'applique le plus souvent aux multinationales, mais également aux entreprises locales. Un exemple tout simple. Je suis une entreprise, je vais investir dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, nous savons que le code fiscal congolais offre beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'agriculture. Il y a cela, mais également, peut-être en m'implantant dans une zone économique spéciale, je peux également bénéficier de certains avantages. Voilà. Le diable se cache dans les détails. Maintenant, au-delà de ça, il y a de la stratégie qu'on peut mettre derrière tout cela. D'accord. Quel type d'avantages le gouvernement met en place pour les entreprises dans l'agriculture? Donc, tu as évoqué tout à l'heure l'installation dans une zone économique spéciale. Oui, il faut dire que le secteur agricole même est presque totalement défiscalisé.
Voilà, ce sont des mesures. Vous voyez, la fiscalité peut avoir une finalité économique, politique, sociale, scientifique. Donc, en vue de pouvoir promouvoir ce secteur-là, pour nous autosuffire dans la production de tout ce qu'on doit consommer, tout et tout, et souvent de fois encourager l'exportation, ben, on défiscalise. Aujourd'hui, si vous devez investir dans l'agriculture, que vous importez des intrants, que vous importez du matériel, tout cela est défiscalisé. Et même avec la loi des finances, il y a encore de meilleures mesures qui sont prises en matière de TVA, en matière d'impôt sur les sociétés, tout cela. Ce sont des faveurs. Et en plus, au-delà donc du secteur agricole, il y a d'autres secteurs qui bénéficient également d'avantages. Voilà, on a également une charte des investissements qui prévoit des avantages, ça et là. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Voilà, c'est un encouragement à investir dans le secteur agricole, parce qu'on ne paye pas d'impôts là-dedans. Mais est-ce que c'est pendant un certain temps ou est-ce que c'est... Les avantages sont soit permanents, soit limités dans le temps. Ça dépend. Si vous êtes, ça c'est pas seulement le secteur agricole, hein, si vous bénéficiez d'un régime prévu par l'achat des investissements, voilà, vous verrez que au moment de la réalisation des investissements, vous bénéficiez de certains avantages. Après, quand vous mettez en exploitation, ces avantages vont aller en décrescendo et ainsi de suite. Oui, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre que dans les avantages. Il faut pouvoir, sauf dans le secteur spécifique et notamment le secteur agricole. Mais là encore, il faut avoir l'envie d'investir dans ce secteur-là. Ouais. Il faut. C'est un secteur qui est très porteur hein, et dans lequel, je pense, de plus en plus de personnes investissent aussi. Si vous voulez en savoir plus, vous contacterez Monsieur Paul Kofi-Golif qui vous accompagne. Là, il vous a donné quand même pas mal d'éléments déjà qui, je pense, sont encourageants à investir ici. Quels sont les différents impôts auxquels sont soumises les entreprises? Outre l'impôt sur les sociétés, mais ça encore, je pense que ça dépend de la forme de la société. Je crois que si on est en établissement, l'impôt se fait sur le chiffre d'affaires. Lorsque on est acteur économique, en fonction des actes que vous posez, vous avez une imposition qui s'applique ou qui peut s'appliquer. En tant qu'entité, vous payerez l'impôt sur le revenu de votre activité. Et cet impôt peut avoir une dénomination en fonction de la forme de votre société. Si vous êtes une société commerciale, on parlera de l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes une société civile, on parlera d'impôt sur les bénéfices non commerciaux, par exemple. Par exemple, un avocat qui est en société civile ne payera pas l'impôt sur les sociétés, va payer l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Si vous réalisez l'activité économique en fonction de la forme, vous allez collecter la TVA. Voilà. Si vous payez des salaires, vous allez payer la taxe unique sur les salaires et également retenir l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les salaires que vous versez. Si vous versez des honoraires ou des commissions à des tiers qui sont des personnes physiques ou des sociétés civiles, vous allez retenir l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. En raison donc de votre activité, vous allez payer l'impôt professionnel qui est la contribution des patentes. Si vous prenez à bail un local, vous allez payer la taxe d'occupation sur les loyers. Vous allez également payer la taxe immobilière qui est une sorte d'acompte sur l'impôt foncier dû par le propriétaire de l'immeuble. Et etc., etc. Et chaque type d'impôt a son propre mécanisme qu'il faut d'ailleurs connaître pour mieux évaluer l'assiette et également mieux gérer la fonction fiscale. En tout état de cause, la fiscalité représente quelque chose de très important dans la vie d'une personne, physique comme morale. Et donc, la connaître et la maîtriser vous permet non seulement de maîtriser le coût de chaque opération et ne pas la maîtriser, c'est vous exposer. C'est exposer vos biens, c'est exposer vos avoirs. Et puisque c'est la principale ressource de l'État, ne pas la maîtriser vous expose également aux assauts qui peuvent venir de l'administration. Ok, très bien, c'est très clair. Quelle est votre opinion sur l'écosystème entrepreneurial? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? De par mes activités, je peux dire que l'écosystème, il est en train d'être mis en place en fait. Beaucoup de gens n'étaient pas initialement orientés entrepreneuriat. Voilà, il y avait beaucoup qui étaient plus penchés vers le salariat. Et malheureusement, la difficulté qui est rencontrée, c'est que des gens viennent à l'entrepreneuriat sans être préparés. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a des facteurs qui peuvent constituer une sorte de sclérose à l'émulation dans l'entrepreneuriat. Je parlais de formation. Vous pouvez être un très bon professionnel dans une entreprise, mais lorsque vous décidez d'entreprendre, vous n'êtes plus ce professionnel-là. Maintenant, vous êtes chef d'entreprise et il vous faut comprendre, avoir une bonne vision, connaître d'autres disciplines, la fiscalité, la comptabilité, le marketing, la vente, tout cela.
Et donc, ce manque de formation fait que beaucoup de gens qui viennent à l'entrepreneuriat échouent. Voilà. Mais malheureusement, ils oublient que l'échec fait partie donc du chemin. Quand ils échouent, ils abandonnent. Il y a également les difficultés d'accès au crédit. Vous voyez, depuis 4 ans, nous n'avons jamais eu d'accompagnement en termes de crédit bancaire. Les gens ne vous font pas confiance. Et donc, quand bien même vous êtes en besoin, il vous est difficile, voire même impossible, d'avoir le nécessaire, le minimum pour fonctionner. Beaucoup de gens vont raconter, il faut avoir un bon business plan, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Mais je pense que pour l'heure, beaucoup d'institutions bancaires financières ne sont pas encore dédiées au financement des jeunes entrepreneurs. Donc là, c'est une réelle difficulté. Et puis aussi, il faut que l'État puisse adopter une loi pour l'entrepreneuriat, permettre aux gens qui décident d'entreprendre sous réserve de remplir certaines conditions, d'être défiscalisés pendant une certaine période pour leur permettre de se renforcer, de renforcer leur gouvernance, d'avoir une meilleure surface financière et leur permettre ainsi d'être de bons acteurs. Et ça peut prendre du temps. Donc ce temps-là, il faut en donner aux entreprises. Celui qui s'engage, l'État met en place un mécanisme d'accompagnement et une sorte de trêve fiscale qui peut aller jusqu'à 4 ans. Ça permettrait de créer des entités solides, viables, qui demain seraient des grands contributeurs. Et ça, une telle mesure, serait la bienvenue. Je vois. Mais en attendant, vous, comment vous faites alors, malgré toutes ces difficultés? Alors, voyez, j'ai un parcours un peu atypique. Mais lorsque vous n'avez pas le coffre nécessaire pour bénéficier de la confiance des banques, vous n'êtes pas issu d'une famille qui soit en mesure de vous accompagner, lorsque vous ne pouvez pas avoir de business angel, il faut créer soi-même les conditions. Alors, moi, pendant que j'étais donc salarié, j'ai développé une activité parallèle. J'étais dans le marketing des réseaux. Voilà. Ça paraît bizarre, oui, mais j'étais là-bas et j'étais un acteur important. Ça m'a permis donc d'avoir des revenus assez importants qui allaient jusqu'à 2 à 3 millions par mois. Donc, ça a été l'un des éléments sur lesquels je me suis appuyé pour pouvoir arrêter le salariat. Et donc, lorsque je quitte cet emploi, dans les 6-7 mois, je touchais jusqu'à jusqu'à 500, 600 000, 6 mois après, 8 mois après. Vous voyez, ça m'a permis de m'organiser, donc de prendre un loyer, d'assurer la pitance, de payer le loyer de la maison, de soigner la famille, tout cela. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut sortir des sentiers battus, voir les choses autrement, penser autrement, et puis s'engager autrement, faire la fiscalité autrement, penser solution, agir solution. Voilà. Je vois. C'est cela. Après là, vous m'avez parlé de vous personnellement, mais en fait, quand je disais vous, ce que vous faites, c'était Top Tax en fait. Comment le cabinet fait pour survivre à ces problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, le manque de financement? Est-ce que c'est du coup sur les fonds propres ou est-ce que c'est plutôt, j'imagine, en développant plusieurs offres? Comment vous survivez en fait à ce manque de fonds? Alors, avec des partenariats il faut dire que nous vivons sur fonds propres. La première année, nous avons mis en place une stratégie. Cette stratégie nous permettait de vendre des formations. Nous nous sommes engagés à vendre. En 2019, nous avons vendu, je crois, 5 à 7 formations. Des formations de grande qualité qui voyaient la participation de grands acteurs, des DAF. Vous voyez? Et chaque formation nous permettait non seulement d'avoir des revenus nécessaires, mais également de faire la publicité, la promotion de notre cabinet et également d'engranger quelques missions ça et là. Pour la petite histoire, j'avais lancé une formation, c'était à Hilton, donc la première année 2019. Et la thématique était assez intéressante. Donc, des entreprises sont venues me tester, en fait. Mais qui est-il, qu'est-ce qu'il vaut, tout cela. Mais ces entreprises qui sont venues là, 80% aujourd'hui sont mes clients. Parce que les thématiques que nous formulons dans le cadre de nos formations, ce sont des problématiques que nous avons traitées et que nous déclinons à travers une formation. Donc, des gens qui viennent découvrir des solutions à des questions qu'ils vivent tous les jours. Vous voyez, parallèlement, je publie régulièrement des articles. Comme on n'a pas encore de revue, je publie, mais je peux rencontrer des situations, des difficultés pendant des dossiers. Et puis par la suite, je formule ça sous forme d'articles techniques. Je rédige et je balance, je publie. Des gens découvrent avec ma signature, ils cherchent à me rencontrer. Et on a des missions, on a du job.
Voilà, comme je le dis, faire les choses autrement. Oui. Lorsque vous ne remplissez pas toutes les conditions qu'il faut pour bénéficier de telles faveurs, essayez vous-même de créer des conditions qui vous vont, dans lesquelles vous pouvez vous mouvoir et puis aboutir à quelque chose. Ouais. Très clair. Donc, faire preuve d'innovation et de créativité pour maintenir à flot l'argent, si on peut dire, mais l'activité. J'ai plus que 3 questions. La première, c'est si vous deviez recommencer à zéro aujourd'hui, on vous enlève toute la connaissance que vous avez accumulée jusqu'à présent à travers votre expérience, mais il vous reste votre personnalité, qui finalement est ce qui est responsable de ce que vous avez fait jusqu'à. Donc admettons, vous êtes en 2023, vous devez repartir à zéro. Comment est-ce que vous vous y prendriez? En fait, la question sous-jacente est quel conseil finalement vous pourriez donner à un jeune qui aujourd'hui, comme vous, est issu d'un milieu modeste, mais a une forte ambition, une forte résilience et est capable de faire preuve de créativité pour se donner les moyens en fait de servir ses ambitions? Comment est-ce qu'il s'y prend au Congo en 2023? Votre question est dense. Je vais répondre par un cas pratique. Vous savez, je suis ivoirien. J'étais en cabinet lorsqu'il y a eu la dernière crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu la crise post-électorale. Nous étions en début 2011. Nous n'avions plus accès à nos bureaux et j'avais fait partie de la famille au village. Et alors moi particulièrement, je n'avais plus rien et j'ai décidé d'aller dans un pays voisin et me présenter au bureau de notre cabinet, puisque le cabinet où je travaillais avait un bureau également dans le pays voisin. Donc j'ai décidé d'y aller avec 0 document, qu'avec ma tête, ma personne, aller me présenter. Et si ce bureau me donnait l'opportunité, j'allais commencer les choses de zéro, ou bien à défaut, j'allais également tenter quelque chose dans d'autres cabinets. Alors, ça dit que à un moment donné, j'avais un bagage et puis les circonstances ont fait que j'avais perdu ce bagage. J'étais moi-même, je devais aller me lancer. Donc, la vision était que Dieu m'a déjà donné ce qu'il me fallait pour me lancer. Donc, le reste, il me faut poser des actes, il me faut poser des pas. Aujourd'hui, s'il advenait que tout était parti, tout m'était pris, je vais commencer par réaliser des formations. Je pense que j'ai cette grâce et j'aime transmettre. Donc, je vais trouver un cadre, formuler des thématiques de qualité. Et au travers de ces formations, les gens vont me découvrir. Également, au travers de ces formations, je vais proposer à ces gens-là ce que je sais faire. Et je pense que les choses vont se relancer d'elles-mêmes. Donc en fait, commencer par donner de la valeur aux autres, finalement, et par la même occasion, permettre à ces autres de découvrir ce qu'on vaut et capitaliser sur ça. Oui. Très clair et merci beaucoup. La deuxième question, c'était quel conseil vous donneriez aux personnes qui sont encore sceptiques quand on fait d'entreprendre au Congo? Vous voyez, des gens ont peur d'entreprendre à cause de l'échec. Quelqu'un disait que celui qui refuse l'échec refuse aussi le succès. Parce que toutes les personnes à succès ont une histoire. Moi, je me définis comme un vainqueur, quelqu'un de très résilient, quelqu'un de flexible. Comme je le disais dès l'entame, je suis issu d'une famille très, très, très modeste. Mes parents n'ont pas fréquenté, n'ont pas fait l'école. Et mes parents ont noté l'importance de l'école, donc de la formation, de l'apprentissage. Et nous ont donné cette chance en nous emmenant à l'école. Même quand nous venions avec les résultats, les parents n'avaient pas la possibilité d'apprécier, puisqu'ils ne sont pas allés à l'école. Donc, j'ai appris à me battre, à faire tout ce qui est humainement possible, moi-même, afin que Dieu puisse mettre la valeur qu'il faut, la forme qu'il faut. Donc, je ne recule pas. Parce que même si je recule, je n'ai personne derrière. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur d'échouer. Ont peur du quand dirait-on. Vous voyez, lorsque je quitte la société pétrolière et que je fais le restaurant, beaucoup de mes amis ont fui parce que pour eux, je faisais honte. Je ne faisais plus leur fierté. Mais dans cette activité où mon épouse était au restaurant, moi j'étais au bar, mais on travaillait avec passion. On était heureux. Et pendant 7 à 8 mois, nous avons vécu avec les revenus tirés de cette affaire. Vous voyez, beaucoup de gens se regardent avec les yeux des autres. Il faut se regarder avec ses propres yeux. Et ne pas avoir peur de tenter l'aventure. La meilleure façon de donner de la valeur à ce qu'on fait, c'est d'y aller une première fois. De savoir que, de par mes efforts, j'ai pu faire cela. Je suis rassuré, convaincu que Dieu bénit l'effort des gens.
Et donc, si je fais ce minimum d'efforts, Dieu va arroser et ça va pousser. Les fruits que ça va donner ne dépendent pas de moi, mais dépendront du Très-Haut. Je n'ai pas peur. Aujourd'hui, au Congo, je rencontre beaucoup de difficultés. Des menaces, de la jalousie, de la haine, tout cela. Mais ça fait partie de la vie d'un homme. Dit aux jeunes d'avoir un rêve. Et pour atteindre ce rêve, il y a un chemin. Et ce chemin peut être parsemé d'embûches, de difficultés. Mais chacun doit pouvoir porter sa croix, chacun doit pouvoir supporter. Et c'est ce qui nous permettra de créer une belle histoire demain. Voilà. Et sans ces difficultés, nous ne serons pas l'homme que nous souhaitons être demain. Pour moi, chacun doit pouvoir rêver et surtout être passionné de ce qu'on fait. Vous voyez, pour moi, après la fiscalité, c'est la fiscalité. Voilà. J'aime bien ce que je fais, si bien que vous voyez, je suis allé au Rwanda pour accompagner ma fille qui avait obtenu son baccalauréat. Je suis arrivé, j'ai vu l'environnement, j'ai vu des opportunités, j'ai ouvert un bureau. Et là-bas, je l'ai fait en une journée. Oui, en plus au Rwanda, les démarches administratives... Je l'ai fait en une journée, voilà. Donc, c'est cela, il faut pouvoir être opportuniste, savoir analyser rapidement les situations et puis prendre une décision. Ok, ben super, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que vous auriez aimé qu'on aborde? Alors, je pense qu'on a tout dit. Je tenais juste à te dire merci. Et puis, au travers de cette Lucane, je dis grand merci à mes équipes. TopTax a une équipe formidable de jeunes très ambitieux. En l'occurrence, notre nouveau manager qui gère le bureau de Brazzaville, Eric Dogou. Et puis, toutes les équipes ici à Pointe-Noire, Paterne, Alula, Messi, Constant, Claude Mombeke, Larissa Mambo, et puis nos jeunes PJTAF, Stella, Christophe Mavi, voilà, toutes nos équipes, Monsieur Bissila, nous avons une équipe formidable et nous mesurons les défis qui sont les nôtres. Vous voyez, quand on ne te connaît pas, on te néglige, mais quand tu commences à briller, d'abord, on va te combattre, et puis par la suite, on peut soit te vouer du respect, ou bien regarder qui tu vas devenir demain. Donc, au pire des cas, il faut te stabiliser. Sinon, tu vas partir. Mais si tu rétrogrades, non seulement, personnellement, tu auras échoué, mais également, tu peux devenir la risée des uns des autres. Donc, nous travaillons continuellement à améliorer notre marque, notre positionnement, pour que, véritablement, nous soyons un acteur africain solide du domaine du conseil. Ok, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci encore pour ton temps. Tu m'as accordé 2 heures de ton temps pour discuter, échanger sur ton parcours, sur le cabinet et puis l'entrepreneuriat au Congo. Tu as été, tu sais, la première personne à m'avoir dit oui pour les interviews. Et ça, pareil, je t'en remercie aussi parce que c'est ce qui m'a motivé davantage à continuer ce projet. Donc voilà, merci. Je te souhaite vraiment tout ce qu'il y a de mieux à toi personnellement et puis aussi au cabinet. Merci. J'ai été consulté par beaucoup de personnes, même 3 fois par des revues bien établies en France. Mais je me dis que chaque chose en son temps. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un impact sur la société. Donc, partager son expérience, ça peut motiver d'autres personnes. Exactement. Et c'est exactement ça le but. Moi, je veux échanger avec quiconque le veut bien pour contribuer à inspirer d'autres personnes. Donc voilà. Et voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vraiment le contenu vous a plu, ce qui signifie que l'une des vidéos suggérées pourrait également vous plaire, donc n'hésitez pas à la regarder, sans oublier bien sûr de vous abonner, de liker, de commenter et de partager autour de vous. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.